bah il arrive, voilà. Très bien. Bon, alors on va passer, après ces prolégomètres philosophiques, on va passer aux travaux pratiques avec une question qui est au centre finalement de nos échanges, bonjour, de nos échanges depuis ce matin. Peut-on améliorer le succès de tous en favorisant la diversification et l'autonomisation des établissements? Alors on a beaucoup parlé de la République, vous avez entendu. Manifestement, la République n'est pas un concept qui est clair pour tout le monde. Historiquement, quand même, elle a un sens dans l'histoire de France. Je le rappelle, la République construit la nation, c'est important, et elle établit la souveraineté populaire. Ce sont deux éléments absolument essentiels dans notre culture politique, mais je reconnais qu'il est possible que beaucoup de progressistes qui défendent la République aujourd'hui aient oublié l'un et l'autre. C'est peut-être une des clés du malaise démocratique dans lequel nous sommes plongés maintenant depuis un certain nombre d'années. Alors la question qui est posée aujourd'hui, si on la retranscrit justement dans la rhétorique républicaine, c'est la question finalement de la liberté et de l'égalité, mais aussi la question de la liberté, de l'unité de la nation, parce que si l'école a joué aussi un rôle politique sous la Troisième République, c'est qu'elle a contribué aussi, il faut se le rappeler, à l'unité nationale, ne serait-ce que sur le plan linguistique. On sait que les petits Bretons ou les petits Corses, dont je suis, enfin en tout cas mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, devaient parler la langue qui était la langue de la nation, c'est-à-dire le français. La réponse qui a été apportée finalement à cette question, ou en tout cas de l'unité, de l'égalité sous la Troisième République, c'est l'expérience historique à la fois de la verticalité de l'État et de l'homogénéisation des pratiques. Alors est-ce que c'est une réponse qui est aujourd'hui encore adaptée? Manifestement, c'est une question qui se pose lorsque on s'interroge sur la validité et l'efficience de notre modèle scolaire. Et c'est à cette question que l'on va essayer de répondre. Alors avec trois invités, le sénateur Brisson, qui est sénateur des Pyrénées-Atlantiques, qui est vice-président de la Commission des affaires culturelles, de l'éducation et de la communication au Sénat, et qui est l'auteur surtout d'une proposition de loi justement qui reprend en tout cas la possibilité de redonner un peu de liberté, de diversification dans notre système scolaire. À mes côtés, alors je ne le présente plus, Dominique Régnier, qui est professeur de sciences politiques, qui dirige la Fondapol et qui nous dira comment il se positionne justement par rapport à ce débat. Et puis, alors, je crois comprendre qu'on a un troisième intervenant, mais je suis dépendant là des moyens techniques, qui est Jacques Delplat, qui est économiste et dont on doit, je crois, diffuser en liminaire de cet échange le propos. Alors, je ne sais pas où sont les personnes qui s'occupent de la technique. Et je voulais commencer par lui, parce que justement, son expérience du Royaume-Uni est très intéressante pour notre débat en la matière. Et voilà qui arrive. Non, c'est très bien, parfait. Nous allons l'écouter et après je vous ferai réagir, monsieur le sénateur, sur ses propos. Je suis Jacques Delplat, économiste. À la différence de Cédric, je suis un pur produit de l'école publique française, de la maternelle à Normale Sup et à l'agrégation. Je viens d'une famille d'enseignants du public, très laïque, anticlérical, du sud-ouest, radical socialiste. Bref, l'archétype de l'école publique. Jusqu'à mes études en prépa, à Paris, j'ignorais en pratique qu'il existait des écoles privées. Et j'ai manifesté en 1984, à 18 ans, dans la rue, pour soutenir la loi Savary contre l'école qui se disait libre à l'époque. 41 ans plus tard, je suis beaucoup plus libéral en général, et pour les libertés d'enseigner aussi, mais aussi, tout aussi laïque. Donc je vais aborder notre sujet de trois manières. Le constat, premièrement, de la thrombose bureaucratique de l'État central et pourquoi. Deuxièmement, comment faire, comment transformer l'école publique, décentralisation et autonomie. Et troisième point, quelques remarques sur l'enseignement privé
est-ce qu'il y aurait un kairos de l'enseignement privé? Voilà. Et donc un kairos pour la fondation Kairos. Premièrement, ce que je n'avais pas compris en 1984, c'est normal, c'est que l'État central ne sait pas gérer, en général, et surtout pas au niveau local, notamment dans l'école. C'est ce que les économistes appellent un problème d'agence. Comment déléguer une tâche à quelqu'un, lui donner des bonnes incitations et contrôler. Voilà. Jusqu'à maintenant, on va dire, on a un modèle qui est le modèle centralisé, bureaucratique napoléonien, où l'État central, doté de la bienveillance unanime, est censé faire le bien urbi et orbi. Le problème, c'est que tout ça ne marche pas. Ça probablement ne marchait pas très bien du temps de Napoléon, et encore, il y avait très peu d'États à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Et l'État du ministère de l'Éducation ne peut pas tout savoir depuis Paris et il ne peut pas tout contrôler. Et d'ailleurs, ce qui pose la question du statut, est-ce qu'un statut de fonctionnaire avec seulement des règles et dictées en général peut fonctionner? Voilà. La conclusion est assez vite, assez rapide. Non, les fonctions publiques avec statut de fonctionnaire devraient être réservées à des emplois régaliens, les juges, les diplomates, les officiers, mais pas aux services non régaliens, surtout locaux. Voilà. Comme le disait Schumpeter en 1942 dans Capitalisme, socialisme et démocratie, le socialisme à l'époque stalinien a-t-il besoin d'archanges pour conduire des trains? La réponse de Schumpeter était non, évidemment. Et la question qu'on doit se poser, c'est la même chose pour les enseignants. Voilà. Par ailleurs, mon expérience de radical cassoulet laïque occitan, dans mes rencontres avec des élus locaux, surtout en général membres du Parti socialiste ou proches du Parti socialiste, ils me disent au niveau local, les clivages politiques sont beaucoup plus faibles qu'au niveau national, voire négligeables. La contrainte de la réalité est la même pour tous, les demandes des citoyens aussi, et les contraintes budgétaires et financières aussi. Voilà pourquoi la décentralisation est si importante. Alors comment on peut gérer ça au niveau de l'école, sachant que l'école en France maintenant est très très mal notée parmi tous les pays européens, voire mondiaux. Les tests PISA sont absolument catastrophiques. On est les derniers en Europe, les avant-derniers, et aussi très très loin derrière l'Asie et autres. Tout ça a un impact très négatif pour notre productivité. Alors comment on pourrait gérer ça? Commençons par l'école publique. Moi je crois beaucoup à la décentralisation et l'autonomie, la combinaison des deux. Il faut une très forte décentralisation des fonctions de l'État central. Et les collectivités locales savent beaucoup mieux ce qui se passe dans chaque école et savent beaucoup mieux ce que veulent les parents. Ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans la pratique. Première idée, donc, décentraliser l'école, aux régions de gérer les lycées, aux départements de gérer les collèges, aux communes ou communautés de communes de gérer les écoles primaires. C'est la logique de la loi de Fer en 1982 sur la décentralisation. Allons jusqu'au bout de la loi de Fer. Chaque échelon serait donc responsable des bâtiments, comme c'est aujourd'hui, mais des personnels, de l'embauche des personnels, des salaires, de la gestion des carrières et autres. Et tous ces gens seraient embauchés avec un contrat à durée indéterminée. Donc le CDI au collège ne serait plus le centre de documentation et d'information, mais serait aussi le contrat à durée indéterminée des employés. Et avec les règles générales du code du travail du secteur privé et l'absence aussi du code des marchés publics pour les fournitures, ce qui me paraît très bien. Et donc l'État définirait l'État de Paris définirait les grandes conditions globales, les grands thèmes des programmes, lire, écrire, compter, au primaire, etc. Et l'école serait donc extrêmement décentralisée, avec beaucoup d'autonomie donnée aux collectivités locales. Pour le statut,
eh bien, en fait, on sortirait du statut de la fonction publique et on devrait créer des fondations privées d'utilité publique locale à but non lucratif. C'est comme ça pour un certain nombre d'institutions sociales qui fonctionnent bien, les hôpitaux de type Rothschild ou Institut Montsouris à Paris, la clinique Pasteur à Toulouse, l'Institut Pasteur au niveau national. Donc, c'est une idée qui existe déjà. Et ces fondations seraient privées, mais d'utilité publique, et donc au service du public. À chaque école, un chef d'établissement qui dirige le projet pédagogique et gère les personnels et les élèves sous sa responsabilité avec ce qu'on appelle souvent un sénat académique, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants. Tous les 5 ou 10 ans, ce projet pédagogique pourrait être remis en concurrence. Si un directeur ou une association propose mieux, bien, la collectivité locale peut reconsidérer l'attribution de la concession d'éducation. C'est le principe de concurrence dans la transparence. Le financement. On pourrait imaginer que chaque école ou collège soit financé par une combinaison de 3 financements. Le financement des collectivités locales, le financement de subventions d'État sous forme de contributions par tête, comme les vouchers. Troisièmement, le financement par les parents, éventuellement avec redistribution à l'intérieur de ces financements. Les écoles en zone d'éducation prioritaire continueraient à recevoir de l'argent de l'État. Et évidemment, tout ça implique la transparence de l'école sur ses résultats et la fin de la carte scolaire. Alors, révolutionnaire, pas tant que ça, mais révolutionnaire, pas tant que ça, aussi dans l'école privée. Les scandales d'abus sexuels, de maltraitance dans les écoles privées, récemment, dans les dernières années, confère Bétarame, repose la question de qui doit éduquer nos enfants. Quis custudiet ipsos custodes, disait Juvenal. Qui garde les gardiens? Et je crois qu'il faut reposer la question, après les histoires de Bétarame et d'autres. Ma suggestion libérale est extrêmement simple. Les contrats de délégation d'enseignement aux écoles privées, en général, par l'Église, devraient être remis en question régulièrement, comme pour des concessions locales d'eau. Donc les contrats entre l'État et l'enseignement catholique seraient remis en cause chaque 5-10 ans. Bien entendu, l'institution catholique historique pourrait recandidater, mais il n'y aurait plus d'institution catholique d'enseignement pour toujours. Il y aurait remise en cause périodique. Et vous remarquerez que cette proposition a toutes les bonnes incitations. Elle permet à l'Église catholique de continuer ses missions d'enseignement que la République lui a confiées. Et si l'Église veut maintenir ses missions, elle aura intérêt massif à faire au mieux et surtout à ne rien cacher. Et si une association propose mieux de manière crédible, que l'Église, elle est choisie. C'est le système existant, mais avec remise en cause périodique. Suggérons un peu plus que là où l'enseignement catholique sous contrat a failli, confère Bétarame, le contrat d'enseignement devrait automatiquement être remis en jeu avec interdiction pour l'institution défaillante de se représenter. Ainsi, à Bétarame, au lieu que l'on changeât le nom en Beau-Rameau, l'État aurait dû révoquer la licence d'enseignement et le contrat et mettre ce projet éducatif en concurrence dans ses locaux, en excluant évidemment l'institution Notre-Dame de Bétarame sous ce nom ou sous un autre. Notons qu'une autre institution catholique pourrait candidater. L'exclusion s'adresse à l'institution défaillante et non à l'Église. C'est ici que le débat revient pour Kairos. La crise de l'enseignement catholique devrait être le moment opportun, le Kairos, pour que des écoles sous contrat, des charter schools, se mettent en concurrence avec les institutions catholiques historiques en contestant, par concurrence, les contrats d'enseignement. Donc je suggère ce Kairos à la Fondation Kairos, et donc à la fois l'échec historique de l'État et
les failles de l'enseignement privé sont un moment décisif, un kairos, pour rebattre les cartes et mettre de la concurrence, et donc j'appelle la Fondation Kairos à réfléchir à ça, et notamment à en discuter avec l'enseignement public, mais aussi avec l'enseignement privé catholique, qui, je crois, est à vos côtés. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne réflexion. Je me rends compte qu'il y a une surreprésentation du Sud-Ouest dans cette table ronde. Alors, je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions hâtives sur le plan idéologique, mais je me retourne quand même vers vous, monsieur le sénateur, Max Brisson. Donc, vous êtes l'auteur d'une proposition de loi, vous allez nous en parler. Alors, comment peut-on construire une autonomie à la française ? C'est ce à quoi vous vous êtes attelé, en tout cas sur le plan législatif. Alors, le profil de l'intervenant précédent ne vaut pas pour toutes celles et tous ceux qui viennent du Sud-Ouest, mais pour ce qui me concerne, je suis aussi un produit de l'école publique, comme élève, comme étudiant, comme professeur de classe préparatoire, comme inspecteur général de l'éducation nationale. Et je pensais, en étant élu sénateur, faire autre chose. Et puis finalement, je ne suis jamais allé aussi souvent au 110 rue de Grenelle que depuis que je suis sénateur. Et si j'ai une passion pour l'école publique, j'ai aussi, Yann Coffinier le sait, une passion pour la liberté d'enseignement, pour la liberté de l'école. Et je pense qu'il faut essayer de conjuguer tout cela, mais en essayant d'être pragmatique. 2 siècles nous regardent de très haut, de Bonaparte jusqu'aux années 60. 2 siècles nous regardent de très haut, et l'école publique, elle est là. Voilà. Alors moi, on peut rêver du grand soir. On en a eu un épisode il y a un instant. Je pense qu'il est davantage nécessaire d'essayer d'être pragmatique, de voir comment on peut faire bouger les choses. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation, à la décentralisation, à la déconcentration. Mais surtout, moi, je constate une chose. C'est que depuis que notre école est en crise, je vais parler de l'école publique, devant un parterre de gens qui sont très attachés à l'école privée, mais je le suis aussi. Je suis même attaché, et ça me vaut quelques problématiques, quelques difficultés parfois à l'instruction en famille. Donc, c'est vous dire que je peux partager beaucoup des combats qui sont les vôtres. Mais pour l'école publique, qu'est-ce que moi je constate ? C'est que depuis qu'on pose le constat de l'école publique, personne n'a fait de mea culpa. Au contraire, ceux qui tiennent le haut du pavé de l'école publique sont dans l'autosatisfaction permanente. Il y a une incapacité à la moindre autocritique de la part de ceux qui ont largement fait évoluer depuis les années 60 l'école publique. Tout a été parfaitement évoqué tout à l'heure. Deuxième constat qui est le mien, c'est que les réponses, les remèdes, les solutions qu'on essaie d'apporter à la crise de l'école, je ne vais pas refaire le détail, c'est une crise, bien sûr, des savoirs, c'est une crise des vocations, les professeurs désertent, c'est une crise de la mobilité sociale. Le seul pays qui fait plus mal que nous, c'est la Hongrie. C'est une crise de la violence, l'école n'est plus un sanctuaire, enfin, tout cela vous le savez. Et face à ce constat, les seules réponses du système, de l'éducation nationale, de ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est toujours plus d'uniformité. On multiplie aujourd'hui les circulaires. Jules Ferry a adressé une lettre aux instituteurs. Les actuels ministres diffusent 15 circulaires par jour qui sont accompagnés des circulaires rectorales, des circulaires des directions académiques. On a inventé les foires aux questions, et le numérique permet en plus de donner une puissance haine à la capacité productive qui enserre, qui rabougrit la totalité des initiatives. Donc l'éducation nationale est un pays où désormais est une institution où désormais on remplit des cases. Et on passe son temps à remplir des livrets. Et donc c'est l'uniformité. La deuxième idée, c'est toujours plus de moyens. Qu'il n'y ait pas d'efficience, peu importe. Quand vous écoutez ceux qui tiennent le haut du pavé à l'éducation nationale, aussi bien dans la haute administration que dans les syndicats, c'est toujours plus de circulaires, toujours plus d'attentes du 110 rue de Grenelle et toujours plus de moyens. Finalement, le seul endroit où on ne s'interroge jamais, c'est l'endroit où tout se passe, c'est-à-dire l'établissement. S'il y a un lieu pour les parents, pour les élèves, où tout se fait, c'est l'école, c'est l'établissement.
Or, ce lieu est le lieu où rien ne se décide. Et la France est un pays curieux en la matière. Alors, c'est la verticalité de notre système, c'est notre histoire, c'est le bonapartisme doublé du jacobinisme. Mais la France est le pays où l'établissement, je passe surtout à l'école publique, bien sûr, pas des écoles privées, où l'établissement a le moins d'importance. On tient des conseils d'administration depuis les lois de décentralisation. On convoque le banc et l'arrière-banc, représentants des parents, représentants des collectivités, élections des élèves. On a là un grand barnum pour finalement prendre en décision réelle 1 ou 2% des délibérations que l'on fait voter à cette institution. Puisque tout le reste, c'est la transcription de circulaires, c'est la transcription d'un certain nombre de mesures qui descendent de la centrale et qui s'épaississent. Avec ce que je voudrais vous faire partager, une formidable perte d'énergie. Entre l'idée géniale du ministre, ça peut arriver, au 110 rue de Grenelle, et l'arrivée dans mon petit collège des Vallées-Pyrénéennes, au collège de Bedouce, en Vallée d'Aspe, la perte en ligne est considérable. Mais comment peut-on encore croire qu'on sera capable de porter une réforme dans un ministère qui compte 1 200 000 fonctionnaires? Seule l'armée populaire chinoise doit aujourd'hui rassembler davantage de personnes. Comment peut-on espérer que l'impulsion de la réforme arrivera jusque dans les collèges et les écoles de l'ensemble de nos départements? Donc face à cette perte en ligne, moi je dis avec force qu'il faut revenir à l'établissement, que c'est là où tout se passe, et que pour les élèves et les parents, l'enseignement, ce n'est pas toutes les usines à gaz que l'on conçoit rue de Grenelle, c'est tout simplement une classe, un professeur et un enseignant. Et qu'il faut bien revenir à cela. Or, dans notre pays, les professeurs, par exemple, c'est un sondage qui a été réalisé il y a 2 ans par le Sénat à l'occasion d'un colloque du Sénat, dans notre pays, l'établissement est ce n'est pas la première référence des professeurs. Le professeur français, il est d'abord professeur d'histoire, professeur de mathématiques, professeur des écoles. Dans les autres pays d'Europe, le professeur est d'abord le professeur du collège X, du lycée Y. L'attachement à l'établissement est la chose la moins partagée chez les professeurs français. Ils appartiennent à cette immense institution. Et d'ailleurs, on a même une situation extraordinaire, c'est que nous, 55 000 écoles, elles n'ont même pas la personnalité morale. Ce n'est que le service de l'État déconcentré dans des locaux municipaux, dépendant d'un inspecteur de l'éducation nationale qui peut être à 20, à 30 ou à 40 km. Et qui est dans l'incapacité de signer le moindre contrat, parce qu'il n'a pas, l'école n'a pas la personnalité morale. Les établissements publics locaux du second degré, les lycées, les collèges l'ont, mais pas les écoles. Donc on a vraiment un système très centralisé où l'établissement, même au niveau primaire, ce qui n'est pas le cas dans le privé, n'existe pas. L'école primaire, il y a bien un bâtiment, il y a bien écrit liberté, égalité, fraternité, il y a bien un drapeau tricolore, mais le directeur d'école est bien incapable d'engager le moindre euro, de signer la moindre dépense, de passer le moindre contrat. Il n'a pas la personnalité morale, il ne peut même pas y être habilité. Donc, j'ai tenté, il y a 3 ans, de faire voter par le Sénat. Alors, c'est resté au Sénat, et compte tenu de ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, je pense que ça va rester au Palais du Luxembourg encore un certain temps. Mais les choses bougeront. En tout cas, ça a été voté au Sénat. J'ai déposé et fait voter par le Sénat une proposition de loi qui veut d'abord dire 2 choses importantes. D'abord, donner la personnalité morale aux écoles primaires, comme l'établissement du second degré. Mais surtout, pour les écoles et les établissements scolaires qui le souhaitent, sur la base du volontariat. Allons-y doucement. J'entends parler tout à l'heure de chèque éducation, qu'on mette tout en l'air, qu'on abatte tout. Pourquoi pas? Mais prenons un certain nombre de chemins qui nous mèneront peut-être un jour à cette grande liberté. La liberté, ça se pratique, ça s'initie, ça se travaille, ça s'apprivoise. Donc permettons à des établissements, un collège, un lycée, une école, on peut qu'elle ait une certaine taille, de proposer, de déroger, de se rêver que pendant 5 ans, toute la bureaucratie de l'administration de l'éducation nationale
oublierait l'adresse de l'école, du lycée, du collège. Avec une liberté, alors une liberté régulée par le devoir, nous sommes bien en France, cette liberté, elle serait contractualisée. Qu'est-ce qui serait contractualisé? L'organisation des enseignements, l'organisation des cycles, la mise en œuvre des programmes, le recrutement des élèves, le recrutement des professeurs. Un projet pédagogique, un projet, je le ramasserai plus tard, un projet d'établissement, un projet qui ne soit pas le copier-coller des multiples circulaires. Vous savez, amusez-vous un jour à comparer les projets d'établissement de tous les collèges, de tous les lycées, et vous verrez que ce sont des documents qui permettent, où le numérique permet aujourd'hui de faire du copier-coller de grande qualité. Ils se ressemblent tous. Donc là, on part d'un vrai projet d'établissement, avec le choix des méthodes pédagogiques, le choix de l'organisation des cycles, le choix de la sélection, du recrutement des professeurs sur ce projet pédagogique. Bref, une immense liberté contractualisée, un dialogue avec la collectivité de tutelle, la mairie, le département, la région, et avec le rectorat, sur l'affectation des moyens, une évaluation. J'ai assez aimé tout à l'heure, une évaluation qui pourrait être extérieure, parce qu'en effet, nous avons des problèmes aujourd'hui de l'évaluation du système éducatif français, c'est qu'un des réseaux le plus important assure l'évaluation et le contrôle de tous les autres. Donc on pourrait aussi, comme le font les anglo-saxons, avoir une évaluation extérieure, mais bien sûr au bout du contrat, on verra bien si les objectifs sont tenus. Et c'est cette liberté qui aurait, à mon avis, un immense avantage aussi pour les professeurs. Tous y seraient volontaires. Et c'est dans le cadre de contrat de mission, donc personne n'est obligé d'enseigner dans tel collège si le choix pédagogique ne plaît pas. Les parents sont libres d'y mettre leurs enfants ou pas. Les méthodes pédagogiques pourront être différentes. On affiche le menu, puisque tout à l'heure on a bien parlé de menus totalement identiques, ou plutôt on propose une carte avec des possibilités différentes et une liberté donnée aux parents, une responsabilité donnée aux parents au sein de l'école publique. Et la différence que je suis entendu tout à l'heure avec des fonctionnaires. Mais des fonctionnaires qui seraient en contrat de mission. Et dites-vous bien que dans une carrière de professeur, avoir un moment dans une carrière où on fera sous un contrat des choses tellement différentes d'une carrière qui est marquée par la linéarité, par l'ancienneté, par le fait qu'en gros, mon coco, tu es originaire de Bayonne, le concours t'a envoyé à Clichy, tu vas en baver, et puis si tu es sage, dans 20 ans, dans 30 ans, tu finiras par avoir le lycée de Bayonne, et comme là tu seras rendu à la maison, tu mettras les pieds en éventail, tu iras faire du surf, et tu essaieras d'en faire le moins possible. C'est quand même comme ça que fonctionne aujourd'hui la gestion des ressources humaines de l'éducation nationale. Mais je suis sûr qu'il y a des professeurs, il y a des chefs d'établissement qui s'ennuient, qui auraient envie d'avoir de la liberté pour faire. On trouve toujours des équipes. Vous savez, si le système tient, c'est parce que dans la réalité, il y a des équipes qui travaillent, il y a des professeurs qui travaillent, il y a des chefs d'établissement qui travaillent, dans une indifférence absolue, et qui doivent surtout, malgré leurs initiatives, faire en sorte que ces initiatives rentrent dans les cases des petits hommes gris du 110 rue de Grenelle et des rectorats. Et donc, moi je pense qu'on aura suffisamment de volontaires, professeurs, chefs d'établissement, sur des projets pédagogiques construits à partir de méthodes pédagogiques différenciées, offrant une palette de choix aux parents au sein de l'enseignement public et avec des fonctionnaires dans le cadre de contrats de mission qui aéreraient ces carrières monotones qui fonctionnent à l'emploi à vie et à l'ancienneté, comme dans les traditions du système soviétique et du cursus honorum du comité central du Parti communiste soviétique. Il faut sortir de cela, il faut aérer les carrières tout en donnant une grande liberté à ces établissements. Voilà ce que j'ai proposé. Voilà ce qui a été voté. Contractualisation, évaluation et possibilité ensuite que tout cela se diffuse à partir d'expérimentations réussies. C'est à peu près, enfin, les choses, je vais conclure là-dessus, un dangereux libéral a quelque peu rénové le système britannique de l'enseignement public à travers le Charter School. Ce n'est pas tout à fait ce que je présentais, mais c'est quelque part l'idée que si ça marche, ceux qui sont restés dans le système de l'affectation classique, centralisée, uniformisée des moyens, finiront peut-être par se dire qu'il y a des moyens un petit peu
de faire bouger les choses et qui rejoindront peu à peu ce système de liberté. Juste avant que je me tourne vers Dominique Régnier, une petite question, mais je pense avoir la réponse. J'imagine que votre proposition de loi n'a pas été votée sur tous les bancs du Sénat. Non, elle a été votée. Non, mais c'est important de le dire. Elle a été votée par la majorité sénatoriale, mais j'ai dû convaincre, y compris dans ma famille politique. Vous savez, le bonapartisme et le jacobinisme sont largement partagés. Et que face à la liberté, il y a parfois beaucoup de réflexes de peur. C'est tellement réconfortant d'être dans un système totalement administré et d'affectation des moyens totalement administrés. Donc même dans ma famille politique, je suis un sénateur des Républicains, vous l'avez dit tout à l'heure, même dans ma famille politique, j'ai eu parfois quelques difficultés à me faire comprendre. L'actuel président, je fais un peu de pub, l'actuel président de mon parti, c'est très récent, Mati Banco, depuis le début, il était à l'époque président du groupe des Républicains au Sénat. Moi, je crois intimement, fermement, et je pense avoir convaincu mes amis, qu'il n'y aura pas de réforme pilotée par le haut, que toutes les réformes de l'éducation nationale depuis 40 ans échouent, que les ministres tentent de laisser un nom. Moi, j'avais une certaine proximité avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Il s'est épuisé à essayer de faire bouger un système. Donc, il faut revenir à la base, il faut revenir aux établissements en leur donnant de la liberté. C'est le seul moyen, me semble-t-il, qu'on arrivera à faire bouger cette grande maison. Alors, Dominique Régnier, dans une société comme la société française qui est très archipélisée, je voudrais avoir votre regard aujourd'hui sur justement la proposition du sénateur Brisson, sur cette nécessité, en tout cas, lui qu'il dessine, de diversifier et de donner plus d'autonomie aux établissements scolaires et notamment aux écoles. Merci beaucoup. Je pense que tous les sujets ont été abordés à peu près dans cette réunion. C'est très bien d'ailleurs. Moi, j'ai un parcours métissé. Je suis passé par l'école privée religieuse, puis l'école publique. J'enseigne dans une institution qui a un double statut, Sciences Po. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai vu, j'espère que c'est toujours possible aujourd'hui, mon ancienne institutrice, elle a 101 ans. Absolument merveilleux de retrouver son institutrice à ce moment de ma vie et au sien. C'est un... Au fond, comment dire, je me disais, il faut peut-être chérir l'effondrement, parce que c'est la seule voie, en fait, du changement et de la refondation. Moi, je suis assez, malheureusement, sceptique sur les capacités que nous avons à organiser le changement nécessaire. Je n'arrive plus à concevoir. Ce n'est pas du tout du défaitisme, ni même du pessimisme. Je pense que c'est un résultat peut-être d'une mauvaise analyse, mais c'est plutôt le résultat d'une analyse. Je ne vois pas des responsables politiques prendre des décisions qu'ils vont considérer comme étant des risques démesurés. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Français eux-mêmes soient capables de les accepter alors qu'ils les réclament par ailleurs. On est tous dans cette contradiction fondamentale. Donc c'est un peu comme en ce qui concerne les finances publiques. On a 175 milliards de dépenses de plus que les ressources. On est en train d'essayer de réduire de 3 milliards la facture des taxis sanitaires. Paris est bloqué depuis une semaine. Il y a une réunion demain avec le Premier ministre. J'imagine qu'il y aura des concessions. On va peut-être arriver à 1,5 milliard. Il en restera 174 à trouver. J'ai plutôt le sentiment qu'on aura du mal à piloter. C'est un peu un des traits de notre histoire nationale. Mais je voudrais quand même dire, alors moi je suis d'accord pour constater, j'ai une femme enseignante qui a été enseignante en ZEP pendant 10 ans. Je lui ai demandé d'arrêter parce qu'elle était vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Et ça a été 10 années, vous le savez ça, c'est 10 années de sacrifices et qui sont menées par vocation, avec l'émotion que ça implique quand vous voyez des enfants qui sont remarquables mais qui ne pourront pas réussir parce que l'environnement est trop défavorable, trop hostile, enfin rien ne va. Et donc c'est un monde complexe, comme vous le savez, avec beaucoup d'engagement. Et je crois que ce n'est pas le cas ici, mais je mettrai en garde contre
la généralisation en ce qui concerne le personnel enseignant. Je le dis au passage, hein, j'ai vu beaucoup plus d'enseignants soit découragés de ne pas y arriver, s'efforçant d'y arriver, très heureux d'y arriver, de sauver quelques individus, etc., plutôt que, je dirais, des missionnaires. Il y a cet élément-là. Mais c'est quand même un échec de l'institution, c'est un échec des différentes visées. On l'a dit pour l'égalité, l'école est très inégalitaire. Elle veut l'égalité, mais elle a engendré beaucoup d'inégalités. Sur le plan de la connaissance, on le sait, c'est assez désastreux au fond. Même en ce qui concerne la socialité, tout ça a été dit. Donc rien au fond de ce qui aurait dû être atteint ne l'a vraiment été. Et encore une fois, moi j'insiste, ça n'est pas parce que les enseignants, pas tous en tout cas, n'ont pas voulu y parvenir. J'observe aujourd'hui, c'est des choses aussi que vous avez constatées également, j'observe aujourd'hui un effet très singulier. Alors il y a à la fois l'héritage de ces difficultés qui viennent du passé, de ces difficultés nombreuses, accumulées, non réglées, de ces problèmes qui n'ont pas été tranchés, et puis à l'époque aussi. Nous sommes dans une époque particulière où tout devient encore plus difficile, encore plus hostile. Je suis très, ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir, hein, je suis très impressionné par les effets des écrans, du numérique, de l'IA maintenant sur l'esprit des jeunes gens. Et maintenant, les premières générations, c'est un peu tôt, mais qui arrivent, qui ont été socialisées au contact tactile avec l'écrit ou avec l'image. Donc ce sont des choses tout à fait nouvelles, absolument révolutionnaires, que nous n'avons pas anticipées, évidemment, et sur lesquelles nous n'avons pas, moi comme prof, j'enseigne à Sciences Po, je viens de faire passer, là j'ai terminé ce matin, à peu près 90 entretiens pour entrer à Sciences Po avec des étudiants, des élèves qui sont en train de préparer leur bac. Donc c'est quand même des points d'observation qui sont particulièrement intéressants. Merci. Eh bien, je vois les effets, l'effet Covid, on le sait, ça a sans doute été remarqué par vous ici. Et au fond, il y a au déclassement, est-ce qu'il faut dire déclin, je ne sais pas moi, déclassement successif, il y a un effet aujourd'hui, des ruptures supplémentaires qui viennent jouer. Le Covid a eu un effet désastreux, on le sait tous. Et ça continue d'avoir un effet désastreux, puisqu'il y aura beaucoup de temps avant que les effets du Covid sur l'ensemble des cohortes concernées par cette existence si particulière et si compliquée, eh bien, comment dirais-je, finissent par s'éteindre. Les parents eux-mêmes ne sont plus du tout les parents que nous avions il y a quelques années. Les enseignants, j'en ai dit un mot. Il y a une politisation très importante. Alors c'est peut-être plus pour l'université ce que je dis là, mais je pense que c'est beaucoup dans le secondaire, au lycée, du côté des enseignants. C'est très préoccupant parce qu'après on les voit bien. Moi je viens d'en voir là à peu près une petite centaine, présentation SPO. Donc il y a quand même un échec massif à mon avis de ce qui est enseigné dans le secondaire avec la politisation qui est associée aux savoirs qui sont partagés à des jeunes gens qui évidemment sont déjà pleins d'angoisse à l'égard du monde qui est lui-même saturé de menaces, que nous expliquons jour après jour, etc. Donc c'est tout de même, il faut quand même bien saisir l'aspect de l'époque, pas simplement les problèmes structurels pour certains très anciens, pour dire la difficulté du moment. Et j'ajoute, ça c'est un malentendu que Weber avait beaucoup, a commenté de manière très définitive, je dirais, Max Weber, c'est l'école, l'université en particulier. Alors si je dis ça maintenant, je suis minoritaire, c'est peu dire, mais ça n'est pas un lieu où se pratique la démocratie. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est évident, je ne vais pas l'argumenter, mais c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes, que c'est la démocratie. Donc on a laissé s'installer un grand malentendu qui perturbe profondément. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets de ce type qui sont considérables et devant nous. Je suis, avec ma Fondation pour l'innovation politique, on a fait plusieurs travaux sur l'école et l'enseignement. Ils sont sur le site en accès libre. On a notamment fait une étude très intéressante sur AFELNet et sur les biais que crée cet algorithme qui opère une sélection négative. C'est
très intéressant et qui est le reflet, parce que les algorithmes sont le reflet évidemment des commandes passées, j'imagine, qui crée une sélection défavorable pour aller vite aux milieux favorisés. Les enfants de milieux favorisés se trouvent discriminés. Ça leur tombe sur la tête comme ça. Il y a quand même un petit côté révolution culturelle qui m'impressionne. Et c'est un des grands sujets. On l'a étudié avec Marion Aubry dans une étude mathématicienne. Il fallait cela pour y voir plus clair. On a aussi proposé une assurance complémentaire éducation, je le dis au passage, avec Erwan Lenoir. On a travaillé sur ce sujet-là. Et puis on a beaucoup travaillé autour d'un projet. Alors je vous le dis, je vous remercie de m'avoir invité, d'abord, je le redis. Je vous le dis en toute sincérité, on s'est cassé la tête pour imaginer quelque chose sans prétendre avoir une expertise particulière, mais en partant d'expériences vécues avec des enseignants. Et on a imaginé ce qu'on a appelé, on a cru inventer le terme, je ne sais pas si c'est inventé, parce que tout existe un peu, mais enfin, on a pensé à ce qu'on appelle l'école fondamentale, avec l'idée d'une autonomie très grande pour les établissements d'enseignement scolaire. Ça rejoint ce que vous disiez, monsieur le sénateur, avec une liberté évidemment attachée à une responsabilité très grande aussi, et avec cette idée aussi d'être dans la vérité de ce que nous pouvons faire et non pas dans le confort de ce qui est une forme, pas être désobligeant, une forme d'hypocrisie, peut-être une forme de mensonge parce que c'est plus confortable. Par exemple, nous ne croyons pas qu'il est possible d'enseigner la même chose à tous les enfants. Et donc, arriver à sortir de là. Tenir compte du fait que ce que nous savons, parce que c'est très documenté, c'est ça le paradoxe, c'est statistiquement très documenté, tout le monde sait ce que je vais dire là, les enfants quittent le secondaire en trop grand nombre sans savoir véritablement lire et écrire, ou avec des lacunes considérables. Elles sont de plus en plus importantes. De plus en plus importantes. Une étudiante à Sciences Po, pas candidate à Sciences Po, qui parlait de l'affaire Dreyfus, qui a fait grand bruit en 1945. Je pense qu'en effet, on peut dire qu'on maîtrise... C'est un petit symptôme, mais c'est des choses comme ça. On pourrait malheureusement en trouver beaucoup. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont... qui manifestent cette espèce de transformation. Il faut probablement, en tout cas c'est ce que nous recommandons, mettre en place des établissements d'enseignement secondaire qui déjà iraient jusqu'à la fin du collège en dispensant un savoir essentiel, fondamental, la lecture, l'écriture, le calcul, le comportement, et au fond serait réservé à des enfants qui n'y arrivent pas pour le reste. Opérer une différenciation au départ et permettre à ces enfants, pouvoir permettre à l'école de promettre à ces enfants la maîtrise de la lecture, de l'écriture, d'éléments fondamentaux du calcul et du comportement, de la socialisation, avant de les orienter vers une filière probablement qui n'est pas l'université, et avec ensuite une sorte de crédit qui leur serait donné parce qu'ils auraient été orientés ainsi pour avoir une formation qui leur permettrait, dans la suite de leur activité professionnelle, de trouver des cycles de formation continue qui peut-être les amèneraient, avec ce que fait la vie à nos esprits, à retrouver des études, et peut-être même des études de spécialisation. On peut tout à fait imaginer cela. Les exemples ne manquent pas de ce parcours qui peut se réorienter. Mais il faut sauver tout de suite des enfants d'une absence de connaissances qui, comme on le sait, va les amener dans la vie à être totalement égarés dans un monde où il faut quand même des connaissances élémentaires. Et cette école fondamentale serait sous la direction, sous l'autorité d'un chef d'établissement qui, de mon point de vue, c'est un des résultats de nos réflexions, pourrait avoir une gestion très souple de la masse salariale et ainsi rémunérer
différemment les enseignants, qui pourraient d'ailleurs le rejoindre sur la base de volontariat, au moins dans un premier temps. Ça peut être expérimental. Je pense que c'est une voie nécessaire, l'expérimentation. Et encourager les enseignants à s'investir, les récompenser pour cela, et associer les familles, associer aussi, dans un bassin de vie, les entrepreneurs, des élus, des représentants de diverses communautés vives, qui sont actives, qui font la vie d'un territoire, pour réfléchir à la manière de conduire ce type d'établissement. Il me semble que cette voie, ce n'est pas exactement une voie libérale, parce que, bien sûr, c'est faire confiance aux personnes qui veulent s'investir, faire confiance à la diversité des lieux, à la diversité des situations, faire confiance à la diversité des expériences, des méthodes. Mais par contre, dans un pays comme le nôtre, qui est si fragmenté, si divisé, par contre, il faut un contrôle strict de ce qui est enseigné. Il faut une labellisation, il faut des assurances. Il ne faut pas que, au fond, on tire de cet échec de l'école des raisons de renoncer à faire nation. Et pour faire nation, malgré nos difficultés, qui sont devenues considérables, c'est déjà difficile même de dire que nous faisons nation aujourd'hui. En réalité, eh bien, il faut au moins permettre à chaque individu, membre de notre communauté, d'accéder au savoir élémentaire, ce qui permette ensuite d'apprendre l'histoire du pays, d'apprendre les règles institutionnelles, d'apprendre le vivre ensemble, enfin, tout ceci qui aujourd'hui est déjà ignoré très jeune, n'est pas appris, et même à l'âge adulte ou chez les jeunes adultes ne se retrouve pas, malgré ce que nous pensons leur avoir enseigné. Merci. Alors on va peut-être passer tout de suite aux questions, si vous le voulez bien. Madame Delson. Merci. J'ai écouté avec attention ce qui a été dit avant à propos du bon scolaire et ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, à propos de cette loi. Je suis entièrement d'accord, mais je crains que les mentalités françaises, très jacobines, bonapartistes, comme vous l'avez dit, ne soient absolument pas prêtes pour ce genre de choses et que nous soyons en train de tisser des grands rêves littéralement impossibles. Moi, je suis rentrée à l'université Gustave Eiffel, à ce moment-là, Marne-la-Vallée, au début des années 90. Et à cette époque, un président très libéral avait réussi à extorquer de l'État une espèce d'exception qui était censée pouvoir se diffuser à la nation entière, aux autres universités, un statut d'autonomie. Nous avions énormément d'autonomie pour les enseignants, les finances, etc. J'en ai profité largement, ça m'a permis de créer des masters à l'étranger, etc. Mais au bout de 7 ou 8 ans, on a entendu le grognement du personnel enseignant. Alors, le président de l'université a fait voter les enseignants et ils ont répondu massivement qu'ils voulaient sortir du statut autonome. Alors, personnellement, j'étais très marrie de ça parce que je n'avais pas voté de cette manière-là. Je suis allée les interroger, les autres enseignants, pour leur demander ce qui se passait. Ils m'ont répondu, mais on n'a pas le droit de ne pas être comme tout le monde. On a beaucoup plus de chances que les autres, c'est pas normal. Et nous sommes rentrés sous le statut commun. Ceci pour vous dire que créer des statuts d'autonomie en espérant que les autres suivront, ça me paraît, pour l'instant, hélas, un grand rêve. Alors on peut espérer que les générations d'après ne seront plus les mêmes. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, la question c'est les conditions de faisabilité aujourd'hui politique d'une réforme. C'est toujours ça le problème en France. C'est vrai pour l'éducation nationale comme pour beaucoup de sujets. Moi, ce que je note quand même dans la tonalité générale de votre intervention, c'est une forme quand même de pessimisme sur la capacité que le pays a à se réformer. Moi, je suis très frappé sur la question de l'éducation. Il y a une espèce de consensus diffus sur la question de l'éducation. Tout le monde considère que l'école, c'est absolument essentiel et que finalement, c'est la forge qui permettra de résoudre tous les problèmes. Mais une fois que l'on a dit ça, on voit bien que, in fine, pour avancer, c'est extrêmement difficile. Et les ministres de l'Éducation nationale, parfois, qui sont restés le plus longtemps, sont ceux qui ont été les plus immobiles, en l'occurrence, parce qu'ils ont co-géré. Comment on fait, justement, pour aujourd'hui permettre de mener une réforme qui soit politiquement acceptable et qui ne se heurte pas finalement à ce que vient de décrire Madame Delsol? Moi, je crois qu'il faut poser clairement que l'école est un sujet clivant. Que sur le sujet de l'école, nous ne pensons pas tous la même chose. Vous avez évoqué les débats du Sénat, lisez le verbatim des débats lorsque mon texte a été voté. On peut dire qu'avec l'opposition sénatoriale, nous n'étions d'accord sur rien. L'école,
c'est faux de faire croire que l'école est un sujet consensuel. Aujourd'hui, nous n'avons pas la même vision de l'école. Par contre, il faut que nous soyons en capacité de montrer deux choses. D'abord, je vais essayer de faire vite pour donner la parole à Dominique Régnier. D'abord, aujourd'hui, le système uniformisé crée ce morcellement dont Dominique Régnier, à juste titre, disait que c'est un danger pour notre pays. Donc, essayons autre chose dans une volonté, en effet, de faire nation. Mais on ne peut pas faire nation partout de la même manière. Il faut bien s'adapter aux réalités. Donc, mon objet n'est pas de participer à je ne sais quel morcellement du pays, bien au contraire. Mais je pense que le système, aujourd'hui, c'est le pire parce qu'il ment à la jeunesse. Aujourd'hui, il fait croire que tous les établissements scolaires sont identiques, que préparer le baccalauréat dans tout lycée ou les préparer dans le 7e arrondissement de Paris, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on ment à la jeunesse, c'est le pire des péchés. Et au nom de cette égalité qui est ainsi magnifiée, il faut aller vers l'égalité, mais par des chemins adaptés. C'est un peu le sens de ce que je pense. Alors ensuite, comment on peut faire partager ? Comment on peut arriver à avoir des expériences qui se démultiplient dans un système qui fait... Vous avez raison, Dominique Régnier. Beaucoup de professeurs se démultiplient. Il faut rendre hommage à nos professeurs. Il faut que les ministres de l'Éducation nationale défendent les professeurs, comme traditionnellement les ministres de l'Intérieur défendent les policiers. Il est nécessaire aujourd'hui de renouer un pacte de confiance avec les professeurs, parce que si le système tient encore, c'est parce que partout, il y a des dévouements considérables qui ne sont jamais récompensés, qui ne sont jamais reconnus, y compris d'ailleurs financièrement. Ceux qui multiplient les voyages scolaires, ceux qui font visiter des musées, ceux qui se démultiplient à longueur de journée et d'année, n'ont pas un euro de plus dans leur salaire. Et le système a été, depuis Mme Najat Vallaud-Belkacem, totalement ramené avec comme seul critère d'évolution des carrières l'ancienneté. Toute évaluation, toute notation a été complètement laminée par ces rendez-vous de carrière. Donc il faut aérer de cela et le faire de manière extrêmement progressive, pragmatique. Moi, je ne crois pas au grand soir. Mais sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avaient été créés les internats d'excellence. On y accueillait d'excellents élèves de milieux défavorisés avec des professeurs volontaires sur un projet pédagogique défini, avec des moyens financiers affectés à ce projet, avec un contrat, avec une évaluation. Là, on est bien d'accord. Et ça a fonctionné parfaitement. Moi, j'ai eu la chance de faire une mission comme inspecteur général dans l'internat d'excellence de Provins, où j'ai vu des élèves de la société française dans sa diversité d'aujourd'hui enlever leur casquette pour dire bonjour, monsieur l'inspecteur général. Ça ne m'était arrivé nulle part ailleurs. Et dans le dialogue avec les... Si, peut-être à la maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et dans le dialogue avec les professeurs, me rendre compte que dans le contrat qu'ils avaient signé pour enseigner dans cet établissement, c'était des fonctionnaires. Ils avaient l'obligation de dormir une nuit dans l'internat, pour partager une nuit avec les élèves, pour animer, qui est un club théâtre, qui est un club échecs, qui est un club mathématique, qui un atelier de poésie. Ça faisait partie de leur service. Et on est donc très loin des obligations réglementaires de service des décrets de 1951 qui régissent le corps des professeurs certifiés et des professeurs agrégés. Donc, et ça fonctionnait. Alors après, l'arrivée d'une nouvelle majorité politique a fait qu'on a abandonné les internats d'excellence. Mais ils étaient en train de se démultiplier, alors qu'au départ, il y avait une grande réticence. Donc je pense que là, les bonnes pratiques peuvent faire école. Ouais, je veux juste insister sur un point. Il faut faire attention. Je n'ai pas de désaccord, monsieur le sénateur, avec votre idée en la matière, mais juste insister sur un point. Je pense que la dépolitisation de l'école, ça ne veut pas simplement dire sa désidéologisation. Ça veut dire aussi qu'il faut l'arracher des mains des politiques. Ils veulent toujours en faire usage, et jamais tout à fait pour ce pourquoi elle est faite. Ça, c'est vraiment un malheur qui arrive à l'école depuis toujours. Il y a consensus en France sur l'école. Si vous demandez aux familles, elles veulent la même chose pour leurs enfants. Il n'y a plus d'idéologie. Vous connaissez les stratégies résidentielles, vous connaissez le comportement parfois un peu honteux dans certaines familles habituées à une certaine représentation
politique et à ce que ça peut impliquer en termes de scolarisation ou de choix pour leurs enfants. Et vous savez dans quel conflit interne ils finissent par arbitrer en fonction de l'école qui est la meilleure pour leurs enfants, y compris si elle ne correspond pas a priori au choix qu'ils voulaient faire. Enfin, je fais circonvolution pour dire des choses qu'on connaît tous. Hein. Et c'est absolument fondamental, ça. Et ça veut dire aussi que de mettre les familles en situation de choisir les écoles où leurs enfants seront scolarisés parce qu'elles ont de bons résultats. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des politiques pour choisir les écoles pour nos enfants. C'est un peu curieux comme système quand même. Qu'il y ait une régulation, oui, avec des principes, oui, mais enfin, les parents sont attachés à cela. On sait tous que la demande est très forte. Dans l'enseignement supérieur privé, il y a déjà 26% des étudiants en France aujourd'hui. Hein. Les familles ont compris ça, qu'il faut que ce soit organisé, discipliné, que le travail soit sérieux, que les horaires soient respectés, que les copies soient vraiment notées. Enfin, tout ceci est demandé par les familles. Et c'est par ailleurs, donc c'est consensuel, moi je le crois. Simplement, ça n'est pas pris en charge parce que ça ne correspond pas, ça c'est de la politologie, ça ne correspond pas au ressort de la vie politique qui a besoin de clivage, qui a besoin de ces discours, de ces oppositions, etc. C'est consensuel. Et deuxièmement, ça j'y tiens particulièrement pour ce qui me concerne, c'est populaire. C'est-à-dire que les classes populaires sont particulièrement désireuses d'avoir le choix et de placer leurs enfants dans des écoles qui seront bien tenues, où ils seront bien enseignés, parce que quel autre espoir pour une famille modeste que l'école? Et si l'école ne fonctionne pas, si on est arrimé à un lieu, si on est assigné à résidence, on sait que c'est perdu. Les parents le savent, ils le pigent tout ça, on sait ça très bien, il y a une intelligence considérable. Et donc le consensus est évidemment cohérent avec l'idée que c'est populaire par définition, les deux se recoupent. Mais c'est un malheur supplémentaire que d'avoir sous la main, à portée de main, une réforme de principe qui susciterait l'approbation des Français et la joie, je le crois, des classes populaires. C'est de cela que nous nous privons aujourd'hui. Oui, on a un point de divergence. Vous l'avez noté, on le traite avec... on le traite... l'attachement à l'école, je partage. Il fait consensus dans le pays. Il y a une volonté aujourd'hui de remettre l'école sur un piédestal, c'est évident. Les cheminements, pour y parvenir, opposent quand même des courants philosophiques. Moi, je crois beaucoup à la liberté. Et il y a aujourd'hui des forces politiques. Alors, vous voulez enlever l'école de ce débat politique. Vous avez raison. Mais les cheminements et les réformes nécessaires obligeront à faire des choix que l'on n'a pas voulu faire au cours de ces années. Vous parlez de la liberté des familles. Enfin, pour les familles des catégories les plus défavorisées, il y a la sectorisation. Et puis il y a, pour ceux qui savent, le sport national qui est l'évitement scolaire, qui est un sport national. Mais la sectorisation, elle s'impose. Donc vous ne pouvez pas choisir votre école, vous ne pouvez pas choisir votre collège, vous êtes bien assigné. Il faut arrêter de faire. Il faut arrêter. Dans ce cas, nous sommes bien d'accord. Mais pensez qu'il y a consensus sur ce que l'on vient de dire, vous et moi. Non, parce qu'au contraire, Fenech, c'est bien la volonté systématique d'accroître encore. Ah, mais ça, c'est le débat. C'est le débat politique. Et ce débat quand même traverse la société. Il y a bien encore ceux qui croient beaucoup, parce qu'ils sont marqués par notre histoire, que plus d'uniformité, plus de moyens donnés à l'école et plus de règles données à l'école permettront de sortir l'école de la crise. Et nous sommes un certain nombre à penser au contraire qu'il faut faire exactement le cheminement inverse. Merci. Alors peut-être une dernière question. Voilà, une dernière question vraiment, parce que je suis désolé, au fond. Pensez-vous qu'il soit pertinent et possible dans notre pays de créer un organe d'évaluation de l'école externe, l'éducation nationale, par exemple en le confiant au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, comme suggestion. Et bon courage. Hein. Alors sur les modalités pratiques, je laisse la parole aux spécialistes. Alors, monsieur le sénateur, vous demandez à un ancien inspecteur général de l'éducation nationale s'il faut une évaluation extérieure. Je le crois profondément. Je le crois profondément parce que l'on voit très très bien que dans cette période de crispation de notre société,
aujourd'hui, le rapport à la liberté d'enseignement, au choix des familles, à la liberté de choix de l'école, est en recul. Qu'il est plus difficile aujourd'hui de créer une école qu'il y a des années, qu'on voit très bien que le caractère propre des écoles privées sous contrat est remis en cause, que je suis très inquiet de ce qui peut sortir de la commission actuellement d'enquête à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le contrat d'association qui sera remis en cause, mais on va certainement trouver des cheminements pour réduire encore plus le caractère propre. Certains rêvent finalement que les autres écoles ressemblent à l'école publique. Ce sont d'ailleurs ceux qui ont largement contribué à l'échec de l'école publique. Donc oui, je crois à un office d'évaluation extérieur, parce que je ne pense pas aujourd'hui que le corps des inspecteurs, et tu sais, j'en ai été et je l'ai piloté comme inspecteur général, soit aujourd'hui en capacité d'avoir ce regard objectif, et on le voit très très bien. Dans mon département, il y a 2 établissements scolaires privés sous contrat qui ont fait un peu de bruit au cours de ces dernières années. Bon, je ne parlerai pas de Bétarab. Il y a aussi un autre établissement qui s'appelle l'Immaculée Conception qui a subi des attaques et des mises en cause par la rectrice. Les tribunaux sont en train aujourd'hui de donner tort à l'éducation nationale, tout simplement parce que les inspecteurs ont bien été incapables de mener des évaluations objectives. Ils sont arrivés avec des ornières idéologiques dans cet établissement. Donc oui, je suis favorable à un établissement, mais ça sera particulièrement difficile parce qu'on tourne le dos à 2 siècles de construction de notre État et à 2 siècles de construction du système d'éducation nationale. Une remarque simplement. Les 2 siècles, monsieur le sénateur, de construction jacobine s'effondrent sous nos yeux. Hein. Donc c'est terminé. Ça, il faut juste se dire, franchement, hein, que ce soit heureux ou malheureux, c'est fini. Hein. Et il y a déjà des organismes d'évaluation indépendants qui se font via Google ou via les réseaux numériques. Cela se fait déjà et dans beaucoup de domaines. C'est d'ailleurs comme cela que les familles, maintenant, choisissent l'enseignement supérieur privé pour leurs enfants, y compris d'ailleurs en faisant de mauvais choix, parce qu'on manque d'informations sur les formations, on manque d'informations sur leur sérieux, sur leurs moyens, et il y a quelques mauvaises surprises. Donc là, on peut mettre de l'ordre, en effet. Mais je termine là-dessus, je ne crois pas qu'une famille peut se laisser circonvenir en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Je pense que c'est de l'ordre de la rupture du contrat fondamental. Vous ne pouvez pas m'obliger à mettre mes enfants dans une mauvaise école. Si j'en ai conscience, je trouverai le moyen d'y échapper. C'est absolument irrecevable comme demande. Il nous reste à vous remercier. Merci pour cet échange dont on pressent qu'il